secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement via Skype de la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix. Et on jase aussi de plein d'autres affaires! Plein d'autres affaires! En Skype, ça marche jamais, mais c'est pas grave, on le garde, c'est drôle. Aujourd'hui, c'est l'épisode 73, un épisode spécial car on vous fait un spécial Halloween. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, parce que Fanny, on vient tout juste d'apprendre aujourd'hui qu'elle est maintenant maman officiellement, cette chère Fanny. Donc, elle va revenir quand elle pourra, mais pour le moment, petit congé de maternité pour elle. Et je suis en compagnie de mes co-animatrices, Lulu. Bonjour, Allô, Lulu. Ça va bien? Ben oui, très bien. Puis de quoi tu vas nous parler ce mois-ci? Aujourd'hui, je vais vous parler de Save Yourselves, qui est un film qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Puis voilà. Ça va être le fun. Puis on est aussi accompagné de notre spécialiste de l'horreur, comme on aime dire, parce qu'elle nous rend visite à chaque année à l'Halloween. Jessie, bonjour Jessie. Allô. Puis de quoi tu vas nous parler, toi? Aujourd'hui, je vous parle, pour être dans le thème, je parle de les voix noires dans le monde de l'horreur. Puis ben moi, je vais vous parler de ma dépendance au vendredi policier. Je vais vous faire aussi quelques recommandations de séries True Crime. Donc, c'est ça. Un petit spécial Halloween, tranche de vie et suggestions de ma part. On veut aussi remercier nos précieux Patreons, François, Gisèle, Guillaume, Jonathan, Julie, Nicolas, Pierre-Michel, un autre Nicolas, René-Claude, Sopéno, Tchernobyl, Yann, Yannick et Sean. Un grand merci encore une fois. Fait que là, pour commencer la soirée, les filles, j'étais curieuse de savoir, c'est quoi votre relation avec l'Halloween? Avez-vous des petites traditions d'Halloween? Je vais vous laisser parler parce que moi, je viens d'Europe. Puis en Europe, on ne fête pas l'Halloween. Pour nous, c'est juste le 1er novembre qui est la Toussaint. Fait que c'est comme la fête des morts. C'est là où on va au cimetière visiter comme les tombes de notre famille, dans le fond. Mais on n'a pas vraiment de costumes dans la rue avec des enfants à qui on donne des bonbons. Comme ils ont essayé, quand j'habitais encore en France il y a une quinzaine d'années, ils ont essayé de le pousser. Puis ça n'a pas vraiment levé. Fait que, à part dans les soirées étudiantes, où il y a de l'alcool qui coule à flot, oui, il va y avoir une soirée d'Halloween parce que c'est une excuse comme une autre, mais sinon, on ne le fait pas vraiment. Fait que j'ai pas d'anecdotes croustillantes de quand j'étais enfant à raconter. Fait que c'est ça. Toi, Jessie, est-ce que tu as une tradition d'Halloween? En fait, pour moi, l'Halloween, c'est à l'année. Je respire l'Halloween. Fait que c'est comme un mode de vie. Je fête pas Noël. Je suis pas quelqu'un qui fête Noël. Pour moi, l'Halloween, ça a toujours été ma fête préférée. Fait que c'est sûr que j'ai un énorme attachement à l'Halloween en général. Un énorme attachement à l'horreur et à tout ça. Je suis couverte de tatous de films d'horreur. Fait que pour moi, l'Halloween, c'est tout. Je l'attends toute l'année. Cette année, il n'y en a pas. Je suis vraiment déprimée. Ben, je te rejoins parce que moi aussi, l'Halloween, c'est ma fête préférée. C'est comme le moment où j'aime ça faire un gros party, inviter tout le monde, justement, les costumes, faire toutes les décorations, puis ça. Puis moi aussi, j'écoute pas vraiment de films d'horreur, mais à l'Halloween, par contre, c'est comme le moment de l'année où je suis comme, OK, ce soir, j'en écoute un parce que, justement, c'est comme mon petit trip annuel. Fait que j'ai hâte d'entendre vos recommandations ce soir. Comme ça, je vais pouvoir être prête pour le 31. C'est maintenant le temps de notre segment Nouvelles.
Puis Jessie, je commence avec toi parce que tu avais 2 nouvelles à nous partager. Oui, j'avais 2 nouvelles, puis en plus, je les ai gardées dans le thème un peu horreur, Halloween. Donc, ma première nouvelle, c'est sur le jeu Amnesia Rebirth, qui vient tout juste de sortir, en fait, hier, en date qu'on enregistre ce podcast. Et puis, il est disponible sur PC et sur PS4. Il devait être disponible sur Mac, mais ils ont eu des problèmes un peu avec le build, fait que ça va être disponible plus tard. C'est quand même une grosse nouvelle parce que Amnesia Rebirth est la suite du jeu Amnesia The Dark Descent, qui est sorti en 2010, qui est un jeu d'horreur légendaire là, dont tout le monde a jasé, qui est un des jeux les plus réputés pour être les plus épeurants au monde. Si vous voulez voir des let's play, il y en a des milliers sur YouTube, là, ça vaut la peine, c'est quand même divertissant. Puis c'est ça, c'est Frictional Games qui ont fait aussi Soma, si vous avez entendu parler de Soma, qui était un peu horreur, mais sous la mer. C'est un gros événement pour le gaming d'horreur. Moi, je pense pas jouer principalement parce que mon ordinateur commence à avoir de la difficulté à rouler des jeux. Fait que je vais sûrement regarder des let's play sur YouTube comme je fais d'habitude. Fait que, en tout cas, pour ceux qui sont intéressés dans les jeux, c'est un peu survival horror, là. Un peu à la... je veux toujours dire Silent Hill là, parce que c'est comme le vieux classique, mais c'est un peu dans ce style-là. Donc, vous êtes dans une situation épeurante. Il y a quelque chose qui vous poursuit, c'est pas clair quoi. Le personnage principal, naturellement, fait de l'amnésie, ou le titre. Il faut comme rapiécer les éléments, voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, c'est fortement recommandé, en tout cas, cette série-là. Puis, ma deuxième nouvelle, c'est un film. Je ne sais pas si vous avez vu The Witches quand vous étiez jeune. Je pense que pour le titre français, c'était probablement Sorcière. Ben, en fait, je l'ai vu il y a 2 ans. Bon, ben, tu vois. Avec Angelica Houston, qui est entre autres Morticia, et qui joue dans ce film-là une sorcière, probablement la sorcière la plus épeurante que j'ai jamais vue de ma vie. Pour vrai. Je sais pas, Martine, t'as jamais vu ce film-là? Non, pour moi, les sorcières de l'époque, là, c'était Magie Noire avec... Ah ouais. C'est plus vieux que ça, par exemple. The Witches, ça date de 1990. Puis, moi, j'ai vu ça quand j'étais vraiment jeune, je pense, probablement dans les alentours de quand c'est sorti, fait que j'avais environ 7-8 ans. Puis, les sorcières, dans le fond, ils kidnappent les enfants, puis ils les transforment en souris. Mais c'est tellement épeurant, pour vrai. Pour un film pour enfants. Est-ce que c'est une adaptation de Roald Dahl? Oui, c'est en effet une adaptation de son livre. Et là, ben, le 22 octobre, HBO sort le remake de ce film-là qui met en vedette Anne Hathaway dans le rôle de la sorcière en chef. Donc, qui chausse les talons hauts de Angelica Houston, ce qui n'est pas une petite affaire, là, honnêtement. Quel rôle à suivre, là. Ça n'a pas de sens comment son rôle à Angelica Houston est légendaire et culte. Fait que j'ai hâte de voir, mais en même temps, les previews, je sais pas, je suis pas convaincue. Je suis ouverte, mais on va voir. Bref, ça s'en va directement sur HBO. Là. Quand on s'attaque à un classique, là, il y a tout le temps une petite crainte là, de voir le remake. Là, mais... Puis ça, c'est un grand classique. Là. Puis c'est adoré autant par les enfants que les plus vieux, parce que c'est legit très épeurant. Hey, ça pourrait peut-être être mon classique à écouter cette année. Honnêtement, je le recommande. Je disais un par année, fait que ça pourrait être lui. Ça vaut la peine. Puis c'est épeurant sans être, tu sais, sanglant ou si t'aimes pas trop le gore puis ou les tueurs en série ou ce genre d'affaires-là. C'est un tout autre range d'horreur. Là. C'est plus axé pour enfants, mais quand même très terrifiant. Que le 22 octobre, c'est-à-dire très très bientôt, probablement déjà sorti quand vous allez écouter ce podcast. Allez voir sur HBO, qu'on n'a pas au Canada, c'est comme compliqué, mais ça doit être sur Crave, j'assume. Parfait. Puis toi, Lulu, quelle nouvelle tu voulais nous partager? Ben, en fait, c'est pas vraiment en lien avec l'Halloween, mais si comme moi, quand vous regardez des films, vous n'arrivez pas à dormir après, je suis une grande fan des jeux, des mots fléchés, comme voilà. Donc là, j'ai
les éditions Bravo nous ont envoyé un livre pour que je l'essaye. Fait que c'est Cerveau actif spécial Québec de Gilles Bergeron. Fait qu'en gros, c'est vraiment des petits jeux de mots, des jeux d'association, vraiment. Et en fait, c'est stimulant hein, pour ton cerveau, mais moi, ça m'endort vraiment bien. Fait que j'aime ça, les mots fléchés, et j'aime ça. Et c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment avec des associations de mots, trouver des... C'est vraiment... ouais. Mais c'est spécial Québec. Fait que j'ai un petit peu de misère quand ça s'en vient avec de l'histoire, puis des villes, puis de la géographie du Québec. Puis là, bref, c'est un peu compliqué pour moi. Mais j'aime full ça, là. Fait que je triche parce qu'il y a les réponses. Alors, quand je sais pas, je vais voir les réponses. Alors, je vous le recommande fortement. C'est un bon délassant, mais qui te reste, tu vois, comme ça fait travailler ton cerveau, mais en même temps, ça te détend. Fait que moi, j'aime ça. Fait que c'est ça. Les éditions Bravo, Cerveau actif. Il y a le Cerveau actif ou Cerveau actif spécial Québec. Fait que vous avez plusieurs versions. Si vous êtes comme vraiment... Vous avez fini le livre en 2 jours, il y en a un autre. Okay. Pour être très relaxé après avoir regardé Angelica Houston ou Anne Hathaway. Ben, ça peut permettre de ne pas faire de mauvais rêves, peut-être. Ben, c'est ça que je fais quand je regarde un film qui me fait trop peur, c'est-à-dire presque tous. Après, je fais un mot fléché ou un truc comme ça, puis là, ça va bien. J'ai une bonne nuit. Fait que je vous le conseille. Puis ben moi, évidemment, on ne peut pas faire un spécial Halloween sans mentionner Spasme quand même. Cette année, super intéressant, étant donné la COVID, ils vont faire un marathon d'horreur disponible sur Facebook Live cette année, les 29, 30 et 31 octobre. C'est leur 19e édition. Puis, étant donné que c'est sur Facebook, ce sera gratuit. Mais évidemment, là, pour continuer à faire vivre le festival, on recommande quand même là, un don de 5 $ par projection, puis par personne. Et ça va être un best-of des 19 éditions précédentes cette année. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est du cinéma de genre insolite et francophone. Beaucoup de courts-métrages. Là, fait que super intéressant. Tu vois, j'ai mis ça aussi. Le 31, officiellement, c'est ce que je fais, le marathon d'horreur. Puis, ben, je me garderai Witches pour le 30 ou le 1er novembre. C'est pas juste francophone, c'est international. Il y a des films partout au monde. Fortement recommandé. Ne manquez pas Spasme. Oui, puis surtout, cette année, le fait que les n'ont pas besoin de se déplacer, c'est disponible de chez vous, justement sur Facebook. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais essayé, ben, ça vaut la peine cette année dans le confort de votre maison. La bière est moins chère. Oui, exactement. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on l'écoute entre amis, puis on se met une autre application à côté pour rigoler, jaser ensemble en même temps aussi. Là, puis, en profiter. Fait que déguisez-vous, buvez de la bière, puis écoutez des films d'horreur, en gros, ce week-end-là. Donc, c'est ce qui conclut notre petit segment nouvelle. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Lulu, ce soir, tu vas nous parler de Save Yourself. Je suis tellement excitée par ta chronique parce que, non, mais j'ai vu le preview du film, puis j'étais super intéressée. Puis là, sur IMDb, il est juste coté 5.4 sur 10. Fait que là, j'étais un peu nerveuse. Fait que c'est ça. J'ai hâte que tu m'en parles de... Est-ce que tu as aimé ce film? Oui. C'est donc Save Yourself. C'est un film réalisé par Alex Houston Fisher et Eleanor Wilson. Donc, en fait, je pensais que ça serait un film plus horreur, mais en fait, c'est vraiment une comédie fantastique. C'est plus sci-fi, fantasy que vraiment horreur. Il y a de la tension, puis c'est vraiment oui, mais c'est pas gore parentaux, puis c'est un très fun movie. Donc, il est sorti le 2 octobre. Vous pouvez le voir en VOD sur beaucoup de plateformes, Apple TV, Fandango, Prime.
Donc, on remercie Bleecker Street pour nous avoir fait profiter du film. J'ai passé un très bon moment. Donc, en fait, le film Save Yourself, c'est quoi? Donc, en fait, on suit Jack et Sue qui sont joués par John Reynolds, qu'on a vu dans Stranger Things. Je pense qu'il est un des... comment il s'appelle? Un officier de police. Un des officiers de police. Et puis, Sunita Mani, qui joue sa compagne Sue, qui, elle, était dans Glow. Rest in peace, Glow. Anyway. Donc, c'est ça. Donc, Jack et Sue, en fait, ils sont un couple de Brooklyn qui sont vraiment toujours apitonnés sur leur téléphone. Ils sont vraiment comme des jeunes comme nous, toujours le nez dans le téléphone. Et à un moment donné, ils sont vraiment comme, faut qu'on arrête là. On s'en va une semaine, puis on déconnecte nos téléphones, puis c'est juste nous deux, puis on se ressource dans le bois dans une cabane. Okay. Fait que un ami a une cabane dans le bois, fait qu'ils s'en vont chez leur ami tout seul. Et donc, en fait, là, arrive ce qui arriva, il y a eu une invasion en fait extraterrestre, mais eux ne savent pas. Ils sont juste dans le bois en train de se contempler à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas leur téléphone. Donc, en gros, c'est ça la prémisse. C'est comme deux personnes qui ne savent pas ce qui se passe, qui vont se rendre compte au fur et à mesure où là, qu'est-ce qui se passe et comment survivre en fait à l'apocalypse. Le film, la première chose qu'on voit du film, c'est vraiment la ligne qui dit l'année où l'humanité a perdu la Terre. Enfin, d'emblée, on sait direct qu'il va se passer de quoi de terrible. Donc, en fait, quand ils sont dans le chalet, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'il y a des choses dans le background qui se passent, puis eux voient rien parce qu'ils sont vraiment en train d'essayer de s'auto-analyser eux-mêmes, dans le fond. Donc, il y a un petit peu de tension parce qu'on voit qu'il y a des bibites, il y a des choses qui apparaissent. Fait que, on a un extraterrestre qui sont full cute. Excusez-moi du peu. C'est des gros pompons, des énormes pompons. Fait que là, on a un pompon dans le salon. Fait que là, ils ont comme, oh, il y a un pouf ici, je n'avais pas vu le pouf. Puis là, ils s'aperçoivent que le pouf, il bouge un petit peu, il disparaît, il réapparaît. Fait que c'est vraiment, tu t'attends à ce qu'il se fasse jumper à toutes les 2 minutes pendant le film. Puis là, après, ben, c'est la course pour regagner la civilisation, dans le fond. Donc, c'est pas... moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'était très, très léger. Ça dure 1h30. Fait que c'est vraiment une bonne comédie comme, à regarder. Comme, moi, j'ai bien aimé ça. Ce que j'ai trouvé, je me suis vraiment vue en eux, dans le sens que ils sont vraiment helpless. Là, ils savent rien faire. S'il y avait de l'apocalypse qui arrivait, c'est clair que je serais comme eux. C'est clair, ils sont clueless. Là, ils savent. C'est comme, tu as l'impression que toute une génération de gens qui n'ont pas vraiment de talent ou de savoir-faire particulier, ils sont juste là, puis ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient de se chronométrer à sortir le plus vite de la maison, mais c'est vraiment, si moi j'avais à vivre une invasion extraterrestre, c'est à ça que ça ressemblerait. Soit je meurs en premier, soit c'est à ça que ça ressemble. Ça, c'est clair. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est vraiment des citadins perdus dans la nature. Je me suis reconnue 100%. La première scène, d'ailleurs, du film, c'est ils sont sur leur téléphone, sur leur canapé, comme ça. Ils se parlent pas parce qu'ils sont chacun sur leur téléphone. Puis là, elle prend son laptop, puis elle l'ouvre. Et là, elle est comme « Oh my God! Oh my God! » Puis lui, il est comme « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'as fermé toutes mes tables! » Puis là, c'était le combat parce que toutes ces tables avaient disparu. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille, en fait, j'avais engueulé Steph parce qu'il avait fermé toutes mes tables. Puis mes tables, en fait, c'est chaque fois que je vois un film que je veux voir, je le laisse ouvert pour me rappeler qu'il faut que je le regarde. Fait que là, j'avais 20 tables d'ouvert de films, mais je me rappelle jamais lesquelles c'est, quoi. Et là, il a fermé la tablette et là, j'avais perdu mes tables. Fait que là, c'était un copier-coller de la conversation que j'avais eue comme 24 heures à l'avance. Fait que là, c'est la première scène du film et je suis comme, OK, ça va être, je vais aimer ça, ce film-là. Fait que c'était vraiment nice. C'est vraiment comme des trentenaires, vraiment, en 2020, comme qui savent pas trop ce qu'ils font. Comme la fille, par exemple, elle appelle pour dire, ben moi, je pars une semaine en vacances. Puis là, sa boss lui renvoie un mail, ben t'es viré. Fait que tu sais, c'est vraiment de notre temps, de gens qui doutent de eux, de leur travail, de qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Comme elle lui dit, ben là, j'ai 30 ans à mon âge, ma mère, elle avait 3 enfants, puis toi, tu as 34 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Fait que c'est vraiment comme générationnel, c'est vraiment un film qui me parle parce qu'on a le même âge, puis on a vraiment comme les attentes que les gens ont de nous dans la vie, etc. Puis là, ils sont
envoyés dans le fond. Vraiment, ils sont pris dans une situation où tu as des extraterrestres ultra, ultra cute qui viennent envahir tout le monde et tuer tout le monde. Fait que là, c'est sûr que c'était vraiment Lulu the movie in an apocalypse with aliens. Mais sauf que moi, j'aurais peut-être été les flatter parce qu'ils sont vraiment cute, par exemple. Mais bon. Mais est-ce que je me trompe? Parce que quand j'ai vu le preview, j'avais l'impression que c'était vraiment une parodie de film d'horreur, qu'il y avait vraiment tous les codes d'un scénario de film d'horreur, mais comme parodie un peu. Et moi, je m'attendais vraiment plus à un film vraiment d'horreur, mais évidemment, tu as tous les codes. Tu as tous les codes du film d'horreur. Mais c'est comme, oui, ça m'a fait jumper 1 ou 2 fois, mais tu sais, c'est zéro gore. Là, je pense qu'on voit 2 morts peut-être dans le film comme live. Là, tu sais, comme il n'y a pas de sang ni rien. C'est juste, tu as vraiment une petite tension, tu sais, à cause de la bébête qui se bouge. Puis là, avec la caméra, la réalisation fait que tu t'attends toujours à ce que la bébête apparaisse dans un coin pour avoir un saut, comment on dit ça, là, c'est comme un cat jump, là. Mais oui, c'est vraiment très codé horreur, là, je dirais, oui. Mais moi, j'ai plus trouvé que c'était comme fantasy, science-fiction, dans le fond. C'est pas. Je m'attendais à ce que les extraterrestres soient des mangeurs d'hommes avec du sang, des grandes dents partout et tout, mais c'est pas ça pantoute, là. Ils vont juste suivre les codes, dans le fond, mais c'est ça. Oui, mais c'est vrai que là, je pensais vraiment que ça allait plus aller vers l'horreur quand j'ai vu le trailer, que c'était plus une parodie, mais en fait, non, c'est vraiment comme une comédie. Puis je trouvais ça bien drôle. Les 2 acteurs sont vraiment très charmants, là, fait que. La fille, comment elle s'appelle déjà? Sunita Mani, je l'ai trouvée vraiment. C'était très charmant, là, très, très charmant. Des jeunes de notre âge. Fait que moi, j'ai vraiment aimé ça. Fait que je vous le recommande à tous, là, pour une soirée légère. Là. Fait que c'est ça. Fait que sur toutes les plateformes en VOD, pour le moment. Mais tu dirais à partir de quel âge qu'on peut faire écouter ce film-là? Oh, moi, ça, je suis vraiment pourrie pour dire les âges, mais ça fait pas si peur que ça, tu sais, comme je dirais. Ouais, mais si je dis 10 ans, puis qu'il y a quelqu'un qui fait écouter ça à son enfant de 10 ans, puis là, est-ce qu'ils vont nous poursuivre? Non, mais je veux dire, pour des adolescents, ça passe très bien. Ah oui, oui. Non, comme je dis, comme, tu sais, t'as un petit peu peur. J'ai vu des choses où j'avais plus, genre Coraline, là. Hein? Oui, ça, je comprends pas que c'est un film pour enfants, Coraline, parce que moi aussi, ça m'a fait très peur. Là, c'est vraiment, tu sais, c'est cute. C'est juste une petite tension, tu t'attends, tu sais, mais ça tombe jamais dans l'horreur gore du tout. Fait que c'est vraiment plus thriller. Puis comme ils savent rien faire, puis qu'ils sont vraiment comme mal pris, puis qu'ils font comme ils peuvent, t'es plus comme oh my god les pauvres, mais t'as plus. Tu sais, j'ai l'impression que si c'était quelqu'un qui était ultra capable, t'aurais pas tant peur parce que c'est juste un gros fluff en face. Mais là, je suis comme. Des fois, j'étais comme, oh my god, mais pourquoi? Mais c'est vraiment, je pense que c'est des vraies réactions. Je pense que, en tout cas, moi, j'aurais, c'est clair. Mais ils étaient charmants, puis j'ai vraiment bien aimé ça. Fait que je vous le recommande. Save yourself. Pour les plus peureux d'entre nous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Lulu. Et Jessie, tu vas nous parler de quoi ce soir? Et ce soir, je vous parle des voix noires dans l'horreur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire le mouvement qu'on appelle, je pense que j'ai principalement vu ça en littérature. En anglais, ça s'appelle Own Voices, donc les propres voix, si on veut traduire rapidement en français, qui est un peu le principe des gens, je ne veux pas dire en marge, mais les gens qui ne sont pas, disons, blancs, hétérosexuels, cisgenres, alouettes, qui racontent leurs propres histoires. Et c'est un gros mouvement dans la littérature en ce moment. Puis, on commence à voir ça dans le monde de l'horreur en général, autant livres, films, séries télé, alouettes. Ça m'a un peu... pas surprise, mais ça m'a un peu frappée parce que je me suis adonnée à comme consommer beaucoup de ce genre-là dans un court laps de temps. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que c'est de plus en plus commun dans le monde de l'horreur. Parce que, historiquement, les personnes noires en horreur, surtout, on va parler surtout au cinéma, disons,
ils n'ont pas eu les meilleures places. Hein. Si on pense, le cliché de s'il y a un noir dans un film, ben, c'est lui qui meurt en premier. Puis c'est souvent vrai, malheureusement. Historiquement, c'est souvent ce qui arrive. Ou bien ils ont le rôle de personne magique qui a des pouvoirs, ou bien qui fait du vaudou, ou bien qui sait des choses mystiques que les Blancs vont aller voir cette personne-là. Puis c'est très, comme une dimension, le personnage vraiment pas développé. Là. Un exemple qui me vient en tête, c'est pas nécessairement horreur, mais dans Ghost, oui, le film Ghost, avec Demi Moore puis Patrick Swayze, Whoopi Goldberg est un peu le magical black person, parce que, tu sais, elle n'a pas vraiment rapport dans l'histoire, elle sert juste à les mettre en contact, les deux personnes blanches. T'sais. Fait qu'elle, son histoire, on s'en fout un peu, on n'entend pas vraiment parler. Puis là, il y a vraiment un mouvement qui est en train de changer les choses. Puis je pense qu'on peut principalement, probablement, remercier Jordan Peele pour ce mouvement-là. En fait, c'est pas le premier à le faire, mais c'est le premier à avoir autant de succès en le faisant. Jordan Peele, si vous n'êtes pas au courant, ben, probablement que vous habitez sous une roche, premièrement. Et deuxièmement, c'est le gars qui a fait principalement Get Out et Us. Et qui maintenant prépare le remake de Candyman qui devrait sortir. Je pense qu'il devait sortir cette année, mais à cause de COVID, probablement. Et Twilight Zone. Oui, et c'est vrai. Il fait la reprise de la série Twilight Zone à la télé, absolument. Jordan Peele, avec ses films, principalement Get Out et Us, a vraiment amené le principe de Own Voices. C'est-à-dire que c'est l'histoire de personnes noires racontée par une personne noire, jouée par des personnes noires. C'est pas comme une personne blanche qui décide de caster des personnes noires dans une histoire ou qui décide de changer la race des gens, par exemple, pour décider comme, initialement, ça a été écrit comme des personnages blancs et maintenant, c'est des personnages noirs. Puis je pense que ce que Jordan Peele veut dire là-dedans, c'est que, oui, il y a une différence entre une histoire d'horreur écrite par une personne blanche et une personne noire. Puis des fois, juste changer les races, c'est pas ce qu'on a besoin. On a besoin vraiment des histoires que ces personnes-là vivent parce que c'est un point de vue qui est différent de ce qu'on entend en général, qui vient principalement des gens blancs. Get Out, qui entre autres parle de racisme, mais de façon complètement sautée. Je ne sais pas si vous avez vu Get Out parce que je sais que vous n'êtes pas des grosses fans d'horreur ni une ni l'autre. Je ne veux pas le spoiler pour personne. T'as vu Get Out, Lulu? Ben, je sais pas. Peut-être que ça t'a donné des cauchemars. Mais Get Out, c'est un film génial qui est vraiment le racisme, là, mais comme amené à un niveau extrême. Ce qui est souvent ce que l'horreur fait, c'est-à-dire prendre un thème qui est dans la vie courante puis l'amener en quelque part d'autre, l'amener un petit peu à l'extrême. Dans Us, c'est encore la même idée, je pense, parce que Us traite beaucoup de classe sociale, du concept de privilège. Les gens nés dans le privilège versus les gens qui sont nés avec moins de privilèges. Puis c'est quand même un film d'horreur, puis on peut le prendre au premier degré comme littéralement juste un film d'horreur, c'est peurant, mais il y a beaucoup de choses. Si on gratte sous la surface, il y a quand même beaucoup de matériel. Ça m'a frappé principalement parce que j'ai lu un roman qui s'appelle When No One Is Watching, qui est écrit par Alyson Cole, qui raconte l'histoire d'une fille qui habite à Brooklyn, qui a habité à Brooklyn toute sa vie, puis maintenant dans la fin vingtaine, début trentaine même. Et elle habite dans un quartier qui est historiquement noir, et elle voit son quartier changer très, très rapidement. Plein de gens qui ont habité dans ce quartier-là toute leur vie, qui ont des maisons depuis des générations, vendent soudainement leur maison, disparaissent, et puis sont remplacés par des filles blanches en pantalon de yoga. On voit un peu le genre. Au début, elle est juste comme un peu fâchée de la gentrification de son quartier, puis un peu de la façon que les gens qui y habitent depuis longtemps sont effacés. Puis éventuellement, elle se rend compte qu'il y a peut-être quelque chose de plus sinistre en arrière de ça, parce que les gens, littéralement, disparaissent sans laisser de traces. Ils sont incapables de retracer ou de contacter ces gens-là qui déménagent et vendent leur maison. Il y a quelque chose comme de sinistre dans ce qui se passe.
Et étrangement, j'ai écouté aussi le film Vampires vs. The Bronx, qui vient de sortir sur Netflix, ça fait peut-être, je sais pas, quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines, whatever, qui traite un peu du même sujet, c'est-à-dire que c'est une gang de jeunes qui habitent, eux, dans le Bronx, puis que soudainement, il y a plein de leurs voisins, des commerces qu'ils connaissent depuis longtemps et qui aiment beaucoup, qui ferment, qui sont achetés par une compagnie étrange de real estate. J'oublie le mot en français. Quelqu'un des mots. Agent d'immeuble. C'est ça, une compagnie immobilière qui étrangement achète plein d'endroits et les transforme en place vegan où tu peux faire ton propre beurre alouette. Là. Puis, pour les femmes qui portent des pantalons de yoga, finalement. Exactement. Rien contre les pantalons de yoga, soit dit en passant, c'est juste une image. Mais ça vient jouer beaucoup avec l'idée de gentrification puis l'idée des autres qui viennent comme envahir ce qui est historiquement un endroit noir et relativement sécuritaire pour ces gens-là. Puis, les Blancs débarquent et non seulement ils prennent la place, mais en plus, ils commencent à trouver que, là, il y a plein de jeunes noirs dans ma rue, puis ils sont tous en gang. Dans le roman dans When No One Is Watching, il y a une fille qui appelle la police en disant là, il y a une gang de noirs dans ma rue, puis ils tournent en rond là, depuis longtemps, ils font les mêmes rues en vélo. Puis éventuellement, il y a une fille qui fait c'est mon fils avec ses enfants, avec ses amis, parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin en vélo, parce qu'ils ont quand même à Brooklyn, puis c'est dangereux. Fait qu'ils ont juste quelques mètres à tourner en vélo. Fait que oui, ils vont repasser souvent chez vous. Et c'est l'idée que soudainement, ces gens-là trouvent que leur nouveau quartier n'est pas sécuritaire parce qu'il y a ces gens-là qui habitent là, qui sont là depuis toujours. Il y a quelque chose de vraiment intéressant dans tout ce mouvement-là. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment important, surtout en ce moment qu'on parle beaucoup du mouvement Black Lives Matter. Black Lives Matter aussi en horreur. C'est des histoires qui sont tellement importantes à raconter et à écouter, principalement pour nous. Je recommande fortement dans ce genre-là le documentaire Horror Noir sur Shudder, qui est fait par Shudder. Donc, si vous ne connaissez pas Shudder, c'est un peu comme un Netflix de l'horreur. Ils ont fait un documentaire au complet sur un peu l'histoire des Noirs dans l'horreur et où est-ce qu'on s'en va en ce moment, comment les choses ont changé, comment ils n'ont pas changé sur certains aspects, puis où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir. C'est tellement intéressant. Ils parlent à plein de monde, ils discutent de tellement de choses qui me seraient jamais même venues à l'esprit, comme ils font la comparaison entre King Kong qui représente un homme noir qui vient comme attraper une femme blanche pour l'enlever. Il y a quelque chose que moi j'aurais jamais accroché là-dessus, ça me serait pas venu à l'idée, mais eux naturellement ont un tout autre vision de ça, ils ont un autre point de vue, ils viennent d'un endroit différent dans leurs expériences. Puis Colin, le plus d'histoires qu'on a en horreur, le mieux c'est, selon moi. La richesse de tout ça est super importante. Fait que j'espère que c'est vraiment le début d'un mouvement qui va continuer. J'ai très hâte au remake de Candyman, parce que Candyman, originalement, avait été écrit par un blanc et réalisé par un blanc. Et le vilain, c'est un noir. Fait que là, on va avoir la même version, mais par une voix noire, qui est Jordan Peele. J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que voilà, c'était mon... Ouais, puis pour vrai, c'est super intéressant. Puis comme tu dis, au moins, c'est tous des exemples que c'est pas juste écrit par un blanc puis on met un noir parce qu'il faut mettre un noir dans le film. Puis c'est ça qui fait la grosse différence, là, je pense. Là. Fait que, non, parce que on ne vit pas, il y a des gens qui aiment bien dire on vit dans un monde post-racial. C'est faux, c'est absolument incorrect. Puis c'est très important d'entendre les histoires de ces gens-là puis de les célébrer. Je veux dire, on peut penser par exemple à Night of the Living Dead qui date de 1968, qui est le premier film de Romero, qui avait un protagoniste noir. Puis ça, c'était
révolutionnaire à l'époque, ça s'était jamais vu. Puis non seulement il est là, mais il est là tout le long du film. Spoiler, il meurt à la fin, mais il est quand même là jusqu'à la fin. Mais ça reste un noir, dans un cadre blanc. Même si l'histoire est super importante, puis je pense que ça vaut la peine d'être souligné. Oui, puis on s'entend pour 1968, je veux dire, c'est quand même très avant-gardiste, là, quand même. C'était énorme, absolument. Puis bravo à Romero d'avoir fait ça, mais on sait que Romero était quelqu'un de très progressiste, puis très ouvert socialement. Je voulais juste rajouter en fait que BlacKkKlansman est maintenant sur Netflix depuis quelques semaines, fait que je vous encourage vraiment à aller le regarder. C'est un excellent film, c'est comme une comédie, mais en fait à la fin du film, je trouvais pas ça drôle. Mettons que j'ai beaucoup ri, mais en fait c'est vraiment un punch dans la face assez solide. Donc juste pour l'histoire, c'est en gros un homme noir qui va en fait prendre sa carte au Ku Klux Klan. Donc il fait toutes ses interviews au téléphone c'est lui qui parle au téléphone, puis quand il y a des rencontres au KKK, il envoie en fait son collègue policier qui est undercover dans le fond pour le jouer lui. Avec donc Adam Driver et Washington, je sais jamais son prénom, je suis désolée, le fils de Denzel, je sais jamais son prénom, je suis désolée. Et c'est excellent, tous les acteurs sont vraiment malades, que je vous le recommande fortement. C'est un film de Spike Lee qui a été absolument volé de son Oscar, volé par Green Book, excusez-moi. Donc je vous encourage d'aller le voir. Et puis en parlant aussi, ça me fait juste repenser, parce que j'en ai repensé à Moonlight, qui est réalisé par Barry Jenkins. Donc ça, c'est l'histoire en fait à Miami, je crois en Floride, d'un jeune homme noir qui vit vraiment dans un univers de drogue puis de crime. Donc c'est son parcours de lui avec sa sexualité. Il est gay. Que c'est vraiment lui en rapport avec sa sexualité puis son environnement qui est vraiment des gens qui dealent de la drogue, ses parents qui font de la drogue, etc. Et c'est très intéressant. Ça que voilà. Et là, les filles, finalement, vous m'avez donné au moins des suggestions pour une semaine. C'est pas un mois, là. Les deux dernières, c'est pas pour l'Halloween. Alors, garde-le pour le 3 novembre. Oui, c'est vrai. Mais c'est quand même... BlacKkKlansman, ça doit être de l'horreur pour certaines personnes. C'est horrifique dans certains... Exactement. Les parallèles entre... Parce que l'histoire se passe, je sais même plus, dans les années 70 peut-être. Mais les parallèles avec l'histoire présente, contemporaine, là, le générique final, c'est assez quelque chose. Je vous encourage à aller voir ces deux films-là. Si tu veux quelque chose dans la lignée plus Halloween, plus horreur, Lovecraft Country qui joue depuis, je pense pas que c'est terminé encore, là, ça joue depuis un certain temps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est basé sur un roman qui a été écrit par un blanc, mais maintenant la série est réalisée et adaptée par une personne noire, puis c'est excusez-moi le mot, fucké. C'est du Lovecraft, là, c'est de l'horreur cosmique vraiment weird, où est-ce que tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de garder plusieurs fois par épisode, mais c'est aussi très basé dans la réalité parce que ça se passe dans les années 50 et le racisme qu'on voit dans cette série-là me donne envie de manger toutes mes murs. C'est tellement... Je sais pas qu'est-ce qui est plus horrifique entre l'horreur cosmique à la Lovecraft ou genre vraiment les injustices sociales que ces personnes-là ont eu à vivre. Puis c'est même pas il y a si longtemps que ça, là, c'est les années 50, ça fait pas 100 ans. Fait que Lovecraft Country, je pense que Lulu allait rajouter quelque chose à propos. Non, j'ai pas vu Lovecraft Country, mais je sais que tout le monde dit que c'est formidable. Non, j'allais juste demander si tu avais vu Antebellum avec Janelle Monáe, parce que je l'ai pas vu, mais ça apparemment c'est un film d'horreur, alors je sais pas. T'as raison, ça manque à ma culture, il faut que je rajouter à la que tu le vois, puis que absolument. Tu viens faire une chronique. Merci beaucoup, Jessie, pour ta chronique, c'est super intéressant. Martine, tu nous fais une confidence aujourd'hui. Il semblerait que tu t'es créé une dépendance au true crime.
Oui, exactement. C'est une chronique un peu spéciale parce que j'ai eu justement une demande spéciale de vous parler de ma dépendance aux séries de True Crime. Puis en même temps, ben, c'est sûr que je vais vous faire un peu des suggestions. Donc, chronique tranche de vie. Mais ma dépendance a commencé, je me sens vraiment comme Allô, mon nom c'est Martine. Tout ça a commencé à l'adolescence. Bonjour Quand, Martienne. quand à Canal D, ils ont lancé les vendredis policiers. Pour ceux qui n'avaient pas Canal D, les vendredis policiers, c'était toute la soirée des séries, justement, de True Crime. Ça commençait par Un tueur si proche, qui durait 1 heure. C'était une série québécoise. Puis, c'était toujours quelqu'un qui connaissait la victime. Fait que, tu sais, c'était soit ton beau-père, un ami, tu sais, fait que, il y avait ça qui était comme un peu épeurant. Puis, tu sais, moi, ça m'avait marqué parce que il y avait, justement, j'étais une adolescente, puis comme toutes les adolescentes, je me tenais avec des gars plus vieux. Puis, justement, il y avait un épisode que c'était 2 amis plus vieux qui avaient amené une jeune fille. Puis, là, tu sais, je ne veux pas rentrer dans tous les détails sordides, là, mais évidemment, tu sais, ils l'ont violée. Ils ont essayé de la frapper avec une roche, la noyer. Puis, elle a nagé, c'est à Sainte-Catherine, mais elle a nagé dans le fleuve Saint-Laurent au mois de novembre pour se rendre jusqu'à une île en face. Ils ont dit de revenir et revenue. Finalement, évidemment, ils ont encore été méchants avec elle. Elle a réussi à renager jusque l'autre bord de l'île. Puis elle a fait semblant d'être morte sur la berge en novembre. Puis finalement, elle s'en est sauvée. Puis j'étais tellement comme... C'est tellement venu me chercher cet épisode-là parce que je me voyais un peu dans cette jeune fille avec ses amis plus vieux. Puis c'est ça. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment resté marqué pendant des années. Après ça, après Un tueur si proche, c'était 2 épisodes de Autopsie, parce que Autopsie durait que 30 minutes. En anglais, Autopsie, c'est Forensic Files. Puis là, juste vous dire, ils sont tous disponibles sur Netflix et il y a 360 épisodes. 360 épisodes, c'est pas rien. Et oui, je les ai tous vus. Puis, ce qui était spécial de Autopsie à l'époque, c'est que eux, leur concept, c'est que c'est toujours basé sur un élément clé de la preuve. Fait que, il va y avoir un épisode sur le GPS. Puis comme c'est comme une ancienne série, c'est vraiment drôle parce que ça t'explique c'est quoi un GPS. Puis c'est comme cette nouvelle technologie. Puis là, tu sais, il t'explique. Fait que c'est comme très drôle de revoir ça aujourd'hui. Ou tu sais, des fois, il y avait par rapport à une empreinte ou tu sais, avec les nouvelles preuves d'ADN. Fait que c'est toujours très, très spécifique à une preuve. Puis là, il y a un épisode qui m'a fait faire des cauchemars pendant des années. Puis mon chum, il comprend toujours pas parce qu'évidemment, il a vu cet épisode-là sur Netflix avec moi. C'est l'épisode Financial Downfall. C'était qu'en Californie, c'est en 1987, il y avait un couple qui ont amené une de leurs amies en vacances, justement, à faire toute la côte. Puis la preuve, c'est qu'ils ont retrouvé le film de leur Kodak. Puis tu vois la photo au début, ils prennent des photos genre au bord de la côte, puis tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Puis là, plus que les photos avancent, bien, cette femme-là, tu vois qu'elle est comme complètement gelée. Fait que là, tu es sur des médicaments, comme tu vois qu'elle a été droguée complètement et puis là. Après ça, tu vois quand elle tient proche du trou. Puis après ça, l'autre photo d'après, c'est juste le trou. Comme, ben là, je dis le trou, mais le paysage. Fait que tu vois vraiment comme toutes les étapes, ces photos-là. Tu sais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas rien. Mais juste de voir comme la minute avant que cette dame-là meure, ça m'a... Comme, je trouvais ça encore plus important, plus épeurant que n'importe quel film gore d'avoir vu ces images-là. Puis, après les 2 épisodes de Autopsie, c'était Dossier FBI. Puis là, celui-là, je m'en rappelle pas tout par cœur parce que souvent, il était rendu tard, puis j'étais fatiguée. Ça dure combien de temps, ton émission? Parce qu'on est déjà à 2 heures. Non, mais c'est pas une émission, c'était la programmation de la soirée. Ah! C'est toutes des émissions séparées avec chacun. Puis, tu sais, Dossier FBI, ben, tu sais, le FBI enquête surtout, c'est sur des crimes un peu plus majeurs. Fait que ça aussi, tu sais, c'était souvent comme des meurtriers beaucoup plus intenses, c'était très violent. Fait que, tu sais, justement, ça allait aussi
un tueur si proche, c'est un peu plus soft. Plus ça allait de moins en moins soft selon l'heure que le vendredi policier était rendu. Fait que ça, là, j'écoutais ça religieusement tous les vendredis. Fait que là, je dirais que ça fait à peu près 20 ans que j'ai cette dépendance-là. Puis là, un moment donné, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une cure quand j'ai laissé un ami en détresse. Puis là, je dormais. Puis il était peut-être comme, je sais pas, 2h, 3h du matin. Puis ça sonne à la porte de mon appartement. Puis là, je suis comme, voyons donc, qui c'est qui sonne à ma porte à 3h du matin? Là, je suis comme déjà, comme je panique. Fait que je me lève, je prends mes clés d'auto, je prends un téléphone. Puis tu sais, moi, je suis prête. Puis je suis comme, puis j'avais une porte avant puis une porte arrière. Puis là, je me dis, mais je peux pas aller à la porte arrière d'un coup qui sont deux puis qui viennent m'attaquer. Puis je suis comme, mais qui t'attaque, genre, en sonnant à ta porte? Fait que là, ça reste comme ça. Et là, mon téléphone sonne. Et là, je hurle parce que je me dis, oh mon Dieu, non seulement ils savent où j'habite, mais ils savent mon numéro. Fait que là, moi, c'est la fin du monde. Et là, mon chum, lui, il est un peu plus long à se réveiller. Fait que là, on regarde par la fenêtre, puis on voit un gars avec un hoodie noir, puis il reste comme dans l'entrée, puis là, il rôde autour. Fait que là, la panique. J'appelle le 911, il y a quelqu'un, tu sais, qui essaye de rentrer chez moi, je sais pas, il appelle, il sonne, mais tu sais, il laisse pas de message, puis c'était au début des cellulaires, fait que dans le fond, il appelait même sur mon numéro de maison, tu sais. Fait que, puis comment il reste ici, il essaye d'entrer, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, fait que là, la panique totale. Éventuellement, l'homme mystérieux quitte les lieux, peut-être, je sais pas, 30 minutes plus tard. Puis les policiers étaient toujours pas venus, tu sais. Fait que là, un moment donné, je me recouche, puis tout ça. Puis là, ça ressonne à la porte. Fait que là, encore une fois, mon cœur veut sortir de ma poitrine. Fait que, mais le temps que je me rhabille, puis tout ça, là, je check par la fenêtre et je vois les policiers qui s'en vont. Puis là, moi, je suis comme, ben voyons donc. J'appelle en disant que j'ai peur pour ma vie. Quelqu'un rentre chez moi. Ça, je réponds pas à ma porte, puis les policiers s'en vont. Puis je suis même allée sur mon balcon, puis là, je leur faisais comme des gros signes de SOS, puis j'ai vu les policiers s'en aller. Puis je suis comme, ben voyons donc! Fait que là, je m'imaginais dans un vendredi policier où il était comme, la victime a appelé une 911, puis là, les policiers, tu sais. Je comprenais pas pourquoi les policiers étaient pas venus, puis le 911 m'a jamais rappelé. Fait que ça m'a encore plus inquiété de voir qu'il n'y a jamais eu de suivi de est-ce que j'étais correct. Fait que là, ça m'a confirmé ma peur que quelqu'un vienne chez moi. Là, le lendemain, un peu plus réveillée, je suis comme, hey, ça doit encore exister, ça, Étoile 69. Fait que je fais ça, puis là, je fais Étoile 69 pour finalement me rendre compte que c'est un de nos bons amis. 69. Fait que c'est un de nos bons amis qui restait à Montréal, dans le quartier Rosemont. Moi, je suis à Longueuil. Finalement, il y avait plus d'argent pour prendre le taxi. Le métro était fermé. Il savait pas, il voulait pas remarcher jusqu'à chez eux. Fait qu'il était venu cogner à ma porte. Fait que finalement, j'ai laissé un ami dans la marde à 3h du matin parce que j'avais peur pour ma vie. Ouais, mais en même temps, c'est un peu de sa faute. Merci, Jessie. Moi aussi, j'arrête pas de dire que c'est un peu de sa faute. Je pense que tu as eu raison. Je peux pas t'attendre à ce que les gens t'ouvrent la porte comme ça à 3h du matin. Surtout si tu as un hoodie noir sur la tête. Monsieur, aide-toi un peu, là. Puis tu sais, je suis comme, j'avais un répondeur, comme, dis sur mon répondeur, hey Martine, c'est bip, ouvre-moi la porte. Mais tu sais, il était un peu chaud, hein, lui aussi, pour venir cogner à ma porte à 3h du matin. Fait que là, tu sais, il y a eu cet événement-là. Là, après ça, il y a eu, tu sais, des événements. Puis justement, dans cet appartement-là, quand j'ouvrais la porte principale, je me dépêchais à monter les premières marches pour, après ça, être cachée par les autres marches au cas où qu'il y ait un tireur dans son auto qui essaye de me tirer sur la rue. Fait que je montais les premières marches plus vite à cause de ça. À chaque fois que je rentrais dans mon auto, je checkais en arrière. Je me promenais toujours avec mes clés. Puis je dormais avec 2 téléphones. Je dormais toujours avec mon cellulaire puis le téléphone de maison. Puis c'était long avant que je coupe ma ligne terrestre pour être sûre d'avoir un backup. Tu sais, si mon chum n'est pas là, comme je voulais absolument qu'il m'achète une poêle en fonte pour pouvoir dormir avec la poêle en fonte parce que, tu sais, on sait, c'est l'arme parfaite là, pour comme assommer quelqu'un. Je vous le dis. Légère et maniable. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est pas très facile à
C'est quand même lourd, hein? Mais c'est ça le but. C'est que. Non, mais c'est vrai. C'est parce que c'est assez lourd pour assommer one shot. Sauf si tu t'es déboîté l'épaule avant en essayant de la soulever. Non, mais écoutez bien. C'est prouvé que si tu prends un couteau de cuisine, l'arme sûrement va se revirer contre toi. Parce que souvent, ton agresseur, il est plus fort. Puis c'est pas en poignardant un coup que tu vas comme maîtriser l'autre personne. Une poêle en fonte, c'est assez lourd pour l'assommer, pour te permettre d'aller à ton auto. Encore une fois, toujours dormir avec ses clés d'auto à côté de soi. Puis, il y a ça. Puis Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'auto? Ben là, t'es vraiment dans le marge. Je sais pas quoi te dire. Oh, merde. Oh, non. En tout cas, appelez pas les policiers parce que, regarde, ils viennent en 30 minutes et plus. Puis, sinon, le dessus de bol de toilette, là, pas où est-ce qu'on fait pipi, là, mais en haut, là. Oui. Ça aussi, super bonne arme au niveau du poids. On assomme. Fait que c'est mes conseils sur vie. Hein? Et que penses-tu du coup de pied dans les couilles? Parce que je trouve que c'est une arme sous-estimée. Je le vois quasiment jamais dans les films, alors qu'il me semble que c'est quand même incapacitant assez rapidement. Mais je trouve pas que c'est un réflexe très cinématographique. Alors je me demande, quelle est ton analyse là-dessus? Ben, je sais pas trop à quel point c'est évident. Parce que faut qu'il soit comme par rapport à la distance puis à ta grandeur. Ouais, mais s'il t'attrape comme ça. Ah, ben là, s'il t'attrape. C'est encore à corps. Non, mais de toute façon, comme c'est un coup de pied dans les couilles puis les deux doigts dans les yeux. Là. C'est comme, il n'y a aucune autre solution. Là. Ben, c'est ça, hein. Mais je le vois très rarement. Et ça me frustre à chaque fois. Dans un film, je suis comme, pourquoi il tape pas dans les couilles? Bon, on écrira notre propre film. Mm-hmm. Dans Turbo Kid, Apple le dit clairement, c'est eyes, throat, genitals. Alors, les yeux, la gorge et les organes génitaux. 1, 2, 3, et voilà. C'est aussi ce qui est dit dans les 3 ninjas. Eh oui, c'est vrai. Eh oui. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais écoute, je suis ravie. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait comme cure? Ben, j'ai tout simplement arrêté d'en écouter. Mais c'est tellement une dépendance que là, je fais comme une cure. Puis là, à un moment donné, là, j'arrête d'avoir peur. Là, je redeviens un peu plus stable. Puis là, je suis comme, hey, ça fait longtemps que j'ai pas écouté un petit vendredi policier. Fait que là, je me replonge. Jusqu'à temps où ça redevient trop intense, que je peux plus dormir. Elle sent mes 2 téléphones. Puis là, je refais une cure. Puis après ça, je replonge. Je suis vraiment une addicte au true crime. Mais là, j'ai trouvé une solution pour ma dépendance qui me permet de garder un peu ce thrill-là, mais sans me rendre folle. C'est que j'ai remarqué que justement, un tueur si proche, autopsie, dossier FBI, puis tout ça du genre, c'est vraiment beaucoup axé sur le crime en tant que tel, puis toute la violence qu'il y a autour de ce crime-là. Là, j'ai fait plus le flip à des documentaires ou des séries qui sont plus autour de ce qui se passe juridiquement parlant. C'est comme l'accent n'est pas tant sur le crime, mais tout ce qui s'est passé comme autour, puis comment l'enquête a eu lieu. Fait que pour ceux comme moi qui sont plus capables de dormir quand ils écoutent les vendredis policiers, mais qui veulent avoir d'autres suggestions, j'en ai quelques-unes pour vous. Il y a, c'est quand même vieux, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, ça vaut la peine. C'est Staircase sur Netflix. Un classique. Oui, exactement. Si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine. C'est 13 épisodes d'environ 45 minutes, donc pas trop long pour toi, Lulu. C'est en bas de l'heure et demie. C'est en décembre 2001, l'auteur Michael Peterson, il retrouve sa femme morte suite à une chute dans les escaliers. Puis, c'est un documentaire où on suit son histoire avec tous les avocats, le travail qu'ils font pour essayer de l'innocenter. Ce que j'ai vraiment aimé de cette série-là, c'est que même si la série en soi est comme un peu faite pour qu'on trouve que Michael Peterson est innocent, à ce jour, je peux pas dire si je pense qu'il est coupable ou pas. J'allais te demander, es-tu pro la théorie de l'oiseau ou pas? Ben, je sais pas. C'est ça qui est tough, c'est qu'à tous les épisodes, j'étais comme non, c'est lui qui l'a fait. Ah ben non, c'est pas lui. Ah ben non, ça peut pas être lui. Ah ben non, c'est lui qui l'a fait. Ah ben non. Fait que j'étais toujours en train de changer d'idée
Puis je suis encore aujourd'hui pas capable de dire ce que j'en pense. Fait que je suis comme, heureusement que j'ai pas été sélectionnée sur un jury parce que je serais encore là. Hein? Depuis 2001, je serais encore là en train de débattre, il est-tu coupable ou pas? Excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Mon autre suggestion, aussi sur Netflix, c'est Shadow of Truth. C'est 4 épisodes de 45 minutes. Puis pourquoi je le suggère? C'est parce que c'est israélien. La série est israélienne, le crime se passe en Israël. Fait que ce qui fait que c'est pas les mêmes lois qu'aux États-Unis, parce que souvent, ce qu'on voit, c'est toujours du true crime américain. Fait qu'on est habitué de voir les enquêtes, les lois américaines, puis tout ça, tandis que là, ça nous ouvre comme un monde sous un tout nouveau pays. Un tout nouveau pays. Pour nous, là, je veux dire, c'est pas un nouveau pays, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les réglementations d'Israël. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est une jeune fille de 13 ans qui se fait assassiner dans les toilettes de l'école pendant les heures d'école. Puis personne n'a vu ce qui s'est passé. Puis, tu sais, ça aussi en soi, je pense que c'est assez peurant de penser, tu sais, je veux dire, c'est quand même un endroit où on sent en sécurité l'école. Fait que c'est un crime qui a vraiment marqué le pays. Mais c'est encore une fois axé plus sur l'enquête que sur le crime. Fait que j'ai quand même réussi à dormir. Ma troisième suggestion, c'est le podcast Ma version des faits de Isabelle Richer, la journaliste là, que vous pouvez trouver sur Radio-Canada Audio. Puis, elle prend des cas qui, elle, a travaillé en tant que journaliste d'enquête. Puis, c'est des cas qui l'ont marqué personnellement. Fait qu'on voit son point de vue. Puis, c'est toujours en 3 épisodes. Le premier épisode, on explique justement c'est quoi le crime. Le deuxième, qu'est-ce qui s'est passé en cours. Puis, le troisième, c'est le verdict. Puis, étant donné justement qu'Isabelle Richer a toute comme l'expérience de la cour puis tout ça, c'est le fun parce qu'elle nous explique qu'est-ce qui était surprenant ou pas, comment les juges ont interprété certaines choses, qu'est-ce qui était révoltant, qu'est-ce qui était normal. Fait que ça aussi, je pense que ça nous en apprend beaucoup sur notre système judiciaire. Puis, ma dernière suggestion, c'est Amanda Knox sur Netflix, un documentaire d'1h30. C'est une Américaine en échange étudiant en Italie qui est accusée du meurtre de sa coloc. Puis ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai fait un échange étudiant, moi aussi. Puis, puis un peu comme toi, tu disais tantôt, Lulu, que tu te reconnaissais dans les personnages de Save Yourself. Bien, je me retrouvais en elle, que tu sais, t'es juste là, t'es en échange étudiant, t'as plein de plaisir, puis tu t'attends pas là, à te ramasser, c'est comme accusé d'un meurtre dans un pays où tu connais pas les réglementations. Fait que, c'est encore plus épeurant, justement, quand tu sais pas ce qui se passe, puis tu sais pas ce que tu peux faire, ce que tu peux dire. Ça, puis ça m'a aussi beaucoup marqué parce que moi, quand j'ai fait mon échange, souvent, tu sais, si j'avais une information à demander, je suis comme, on va demander aux policiers, puis tous les gens des autres pays sont comme, ben voyons, Martine, tu fais confiance aux policiers? Je suis comme, ben au Canada, oui, on fait confiance aux policiers. Puis la majorité était comme, mais non, les policiers, c'est corrompu, tu sais, c'est les pires. Puis t'es où? Ben, on s'entend, ceux qui me disaient ça, ils étaient colombiens, péruviens et brésiliens. Mais j'ai comme senti ça un peu dans cette série-là, dans Amanda Knox. Il me semble que les policiers, ils n'avaient pas l'air clean dans cette histoire-là. Fait que 4 suggestions de faits divers. Puis là, ben, en même temps, je suis un peu curieuse de savoir si vous aussi, vous avez toutes ces peurs-là comme moi. Et est-ce que vous êtes dépendante au true crime? Je suis entièrement dépendante au true crime depuis que j'ai genre 10 ans. Mais je peux pas dire que ça me rend plus peureuse. Mais j'en consomme énormément. Autant en podcast, en série, en film, documentaire, en livre. Je suis vraiment accro depuis vraiment que je suis toute jeune. Mais non, ça m'a... Je pense que ça m'enseigne à être plus sur mes gardes pour certaines choses, comme plus, je sais pas, peut-être plus consciente des potentiels dangers.
Mais je suis pas rendue à dormir avec 2 téléphones. Fait que Mais tu sais, en fait, moi, tu sais, c'est un peu ça mon cinéma d'horreur. Tu sais, c'est que ça, je veux dire, c'est des faits vécus, puis fait que j'ai l'impression que je trouve ça même comme plus épeurant parce que crime, ça arrive, là. Ben oui. Fait que, ben, c'est ça. Fait que des belles suggestions de true crime ou de films d'horreur. Vous en avez pour tous les goûts dans ce spécial Halloween. Puis, ben, écoutez, si ma prochaine cure de désintox, peut-être que je vous ferai un petit spécial Patreon pour ça. Bon, ben, les filles, je pense que c'est ce qui conclut notre spécial Halloween. Ben Donc, oui. Est-ce que tu as choisi ce que tu allais regarder finalement? Ben, écoute, non. Je pense qu'il va falloir que je les mette dans un chapeau puis que je tire au sort parce que il y a comme trop qui m'intéresse. Beaucoup de choix, hein, beaucoup de choix. Puis, je vais prendre un petit break des vendredis policiers puis je me lance dans vos suggestions de films. Donc, bon, Lulu, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ben, Lulu les Belles Mirettes sur Facebook ou Instagram. Fait que c'est ça. Puis toi, Jessie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je ne suis plus sur Facebook depuis quelques mois, mais je suis encore sur Instagram semi-activement. Octobre, mais avec des zéros au lieu des O. Puis, ben, les geekettes, on est encore sur une page Facebook, La vie secrète des geekettes. On a aussi un Instagram, Vie de geekette avec un S. Notre site web où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, geekette.ca, encore une fois avec un S. Et évidemment, si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur notre Patreon. Puis, qu'est-ce qu'on y retrouve? On fait toujours aussi des petits épisodes spéciaux que pour nos Patreons. C'est des conversations comme quels sont nos plus grands turn-off ou Fanny qui échange du film Carmina. Puis, évidemment aussi, vous pouvez voir nos petites faces dans les geekettes secrètes parce que vous avez la vidéo. Donc, ben, un gros merci, les filles, pour l'enregistrement. Puis, on se dit à la prochaine. À bientôt! Bye bye! Ciao! La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.